Né le 22 mai 1902 à Lampol-Guimiliau, dans le Finistère, Jean Louarn entre dans la gendarmerie en 1925. Après plusieurs affectations successives, il prend le commandement de la brigade de guerre en 1932, au grade de maréchal des logis-chefs. En mai 1940, lors de l'invasion allemande, il est désigné comme de nombreux gendarmes pour combattre sur le front belge. Après les premiers combats et devant la pression allemande, il fait partie des troupes embarquées avec l'armée britannique vers l'Angleterre. Il en revient peu de temps après et retrouve son unité à guerre. De retour en poste, il entre dans la résistance en récupérant les arbres abandonnés pour constituer des dépôts. Entre autres, il fait également disparaître de sa brigade toute documentation concernant les habitants susceptibles d'intéresser l'occupant. Celui-ci portera peu à peu son attention sur ce gendarme dont l'inefficacité de façade coïncide mal avec son caractère et sa connaissance du territoire et de ses habitants. Pour sa sécurité et la poursuite de son action, Jean Louarn est éloigné de guerre par le commandement de la gendarmerie du Morbihan. Il prend ainsi la tête de la brigade de Josselin en 1942 au grade d'adjudant. Dès lors, il recrute des volontaires pour la résistance qu'il instruit et équipe, formant une section de combat dont il assure le commandement. Il facilite également l'évasion de personnes recherchées en essayant d'éviter les représailles sur la population civile. Il dissimule chez lui le célèbre panier de cerises, nom de code désignant un recueil de renseignements fournis et détaillés sur les installations et moyens militaires allemands dans le Morbihan. Ce recueil sera expédié à Londres en juillet 1943. En mars 1944, Jean Louarn prend le maquis de sa section avec sa section FFI. En juin, il se bat à la tête de ses hommes pour la défense du camp de Saint-Marcel. C'est pendant l'un de ces accrochages, dans la nuit du 18 au 19 juin, que tombe mortellement blessé à ses côtés le gendarme Gabellec, dont nous avons honoré la mémoire ce matin devant l'ancienne brigade de Josselin. Le 5 juillet 1944, Jean Louarn entre en vainqueur à Josselin avec son unité. Lieutenant à la Libération, il est nommé capitaine en 1952, commandant la compagnie de gendarmerie de Pleuhermel, où il termine sa carrière militaire. Il décède le 27 octobre 1992 à Pleuhermel. Le capitaine Jean Louarn est chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre national du mérite, médaillé de la Résistance et titulaire de la Croix de guerre 1939-1945 avec étoile d'argent. J'ai demandé à mon ami le major de gendarmerie Philippe Brunet, qui continue avec une compétence affinée et une passion inébranlable, de s'occuper de la salle de mémoire des capitaines Guillot et Louarn de la caserne Général Guillaudot, siège du groupement de gendarmerie du Morbihan, d'assurer la lecture du texte apportant un éclairage sur ce qui déclenche dès 1940, pour le maréchal de logis-chef puis l'adjudant Louarn, la volonté impérative de s'engager dans la résistance contre l'occupant. Je m'excuse, enfin je présente les excuses aux gens que j'ai pu oublier.
J'avais une liste de références, donc les personnes qui sont là et que j'ai oubliées, je leur présente donc toutes mes excuses. Je laisse la parole donc au major Philippe Brunet. Merci Jean-Claude. Résister, pourquoi et comment? Est-il imaginable de faire l'économie de se référer à la période de septembre 1939 à mai 1940, appelée drôle de guerre, pendant laquelle le temps semble suspendu, période suivie par le déclenchement des combats menés contre les troupes ennemies, remarquablement équipées, déferlant sur la Belgique puis la France, sans que les actions héroïques de quelques unités ne puissent s'y opposer? Non, sans doute aucun, car c'est de la prise en compte d'un tel vécu dramatique s'il en faut, que naît la compréhension de cette volonté de s'opposer, de résister, qui ne cessera de guider Jean-François Louarn jusqu'au jour de la libération. Lorsqu'en ce début d'année 1940, nouvellement promu, il quitte la brigade de gendarmerie de guerre, où il est en poste depuis 1932, pour prendre le commandement de celle de Josselin, effectif de 8 sous-officiers, il ne s'agit pas d'un hasard dû à un simple changement de grade, comme nous allons tenter de l'expliquer. Mobilisé le 9 septembre 1939, il revient chez lui en août 1940, après que sa famille ait cru à sa disparition durant la débâcle de Belgique. Dans cette période incertaine, il est affecté au détachement numéro 6 de la gendarmerie française de liaison près de la 3e division d'infanterie britannique, commandée par le lieutenant-général Montgomery. Le groupe remplit cette mission de gendarmerie en collaboration avec la Military Police sur le secteur de Seclin jusqu'en mai 1940, avant de participer à la campagne de Belgique avec les troupes anglaises. Les combats s'ensuivent, où son comportement au feu dans le secteur de Furnes lui vaudra une citation à l'attribution de la croix de guerre avec étoile de bronze. Vient ensuite le temps de la retraite, dans les flots de fuyards militaires et civils, sous le harcèlement constant de l'aviation allemande, spectacle de désolation sur les routes jonchées de blessés et de cadavres, puis c'est le repli vers les côtes lorsque le gouvernement britannique prend la décision de sauver un maximum de ses combattants pour poursuivre la lutte. Un premier échec à Dunkerque, où les combats trop intenses empêchent l'approche, amène le détachement, dont l'effectif s'est réduit du fait des aléas de la guerre, à se replier au-delà de la frontière belge. Le 30 mai, l'embarquement a lieu à La Panne, malgré les réticences du commandement britannique et après un premier naufrage. Le Brighton Queen, bateau à aube, qui les prend à son bord, remorqueur habituellement en service sur la Tamise, va subir, comme l'ensemble de la flotte improvisée, le harcèlement des avions ennemis et l'attaque d'un sous-marin. Il réussit malgré tout à aborder le port de Margat, alors que les naufrages se sont multipliés par centaines et que sur Terre des milliers de morts et de disparus sont à déplorer. Non préparé et malgré l'accueil généreux de la population anglaise, le séjour est très incertain, se déroulant de camp en camp. Il est de courte durée puisque le 12 juin, la délégation embarque avec une nouvelle division d'infanterie britannique en direction du port de Cherbourg afin de reprendre le combat. Peu après le débarquement, la mission est annulée, et tandis que la troupe reprend la mer en direction de ses bases, commence alors pour les gendarmes un périple de plusieurs jours à travers la France, effectué en wagon à bestiaux. Il se termine provisoirement à Millau, en Aveyron, avant le retour vers les brigades d'origine en zone à présent occupée. Jean-François Louarn revient donc chez lui pendant la nuit du 4 août 1940, après 10 mois d'absence entrecoupés de rares et brèves permissions. Entre-temps, l'armistice a brisé les ultimes espoirs et le cœur, tandis qu'une fois rentré à la maison, le constat est là, l'ennemi est arrivé avant lui et est déjà bien installé. Le surlendemain de ce retour, le premier incident éclate entre Jean-François Louarn et l'autorité d'occupation, moment où, commandant de brigade au retour de combat, il reçoit l'ordre de se présenter à la commandanture de la localité et est sommé de prendre son armement individuel. À la suite de son refus et d'une confrontation tendue, il est finalement autorisé à le conserver, récupérant par la même occasion celui de ses hommes, situation semble-t-il exceptionnelle en ces débuts d'installation des troupes d'occupation. Ce n'est que le début de ce qui n'est pas encore appelé la résistance. Au fil des mois, ces initiatives personnelles s'appuient sur les possibilités offertes par la pratique de la fonction de gendarme, l'expérience acquise et l'autorité d'un chef de brigade familier du territoire. Se succèdent les fausses enquêtes menées pour sauver les prisonniers de guerre évadés des stalags, la constitution et le camouflage des premiers stocks d'armes, la complicité avec les auteurs de sabotage, la défense des citoyens accusés de différents délits ou crimes par les services de l'occupant. Les investigations concernant la mort d'un officier allemand sur le camp de Kouet-Kidan constituent à elles seules un exemple de manipulation habile de l'occupant.
Cette période est marquée aussi par un drame personnel. Eliane, sa fille cadette, disparaît accidentellement, épreuve qui laissera des traces indélébiles dans cette famille déjà éprouvée par les événements. Dès son retour, une telle attitude est rapidement repérée par ses supérieurs hiérarchiques, et sa nouvelle affectation à Josselin permet à Jean-François Louarn de poursuivre la lutte clandestine. Vient alors le temps d'une lutte plus organisée, pour laquelle les caractères spécifiques propres à la gendarmerie du Morbihan, sous l'impulsion de son chef, le commandant Guillaudot, et d'officiers tels que le lieutenant Guillot, commandant la section de gendarmerie de Pleuhermel, seront d'un apport précieux. Au fur et à mesure que les semaines passent, les réseaux tels que le réseau Action se créent et se structurent malgré la menace. Ils gagnent en efficacité et variété, nouant des liens avec les services français, réfugiés en Grande-Bretagne, tandis que s'intensifie le recrutement de volontaires, l'instruction sur les nouvelles armes, les techniques de sabotage. Dans ce contexte, la gendarmerie, dont le devenir a semblé incertain à l'instar de l'ensemble des structures du pays et dont certaines missions confiées par le gouvernement de Vichy sont peu glorieuses, représente un atout précieux. C'est une arme structurée, parfaitement instruite militairement, dont plusieurs de ses éléments ont déjà participé au combat pendant le conflit 1914-1918, tels que le nouveau commandant de compagnie, le chef d'escadron Guillaudot, et le lieutenant Guillot, et plus récemment contre l'envahisseur pendant les campagnes de Belgique et de France. Elle est bien implantée sur le terrain, dont elle connaît les particularités géographiques, la population et sa culture, elle sait aussi qu'un fragment de celle-ci résiste déjà à sa façon. De plus, pour ces hommes, les instructions du nouveau commandant de la compagnie du Morbihan, muté sur ce poste, sont claires. Les gendarmes doivent privilégier la protection de la population, même à son insu. Tous ces atouts n'empêchent pas qu'au moment de l'engagement personnel dans la résistance à l'ennemi et au gouvernement qui l'accompagne, il faut se faire violence, puisque faisant un tel choix, c'est commettre un parjure en faisant passer ses convictions personnelles avant tout autre impératif et rompre avec la discipline sur laquelle repose la solidité de l'institution. S'engager, c'est aussi engager sa famille, en acceptant le risque de la voir subir les pires retombées de ce choix, surtout lorsque l'épouse ou l'enfant devenu adolescent, comme Yvonne, la fille aînée de Jean-François Louarn, s'engage à son tour comme agente de liaison. S'engager, c'est déserter, fuir sans retour, à l'instant même où la dénonciation concrétise la menace, alors que se profile l'imminence du débarquement allié, que les préparatifs pour le soutenir s'accélèrent et que les occupants de plus en plus vigilants multiplient les arrestations. À ce moment du discours, il serait pertinent de parcourir une nouvelle fois le panorama des actions de groupe ou des initiatives individuelles, de rappeler le bilan de la gendarmerie du Morbihan dans ses multiples actions, de citer ceux qui ont été tués au combat, comme le gendarme Gabelec, combattant FFI auquel nous venons de rendre hommage sur le lieu même de sa fonction. Touché mortellement le 19 juin aux côtés de son chef, l'adjudant Jean-François Louarn, des capitaines des forces françaises de l'intérieur, lors d'une embuscade dressée par l'ennemi, alors qu'encadrant un groupe de résistants FFI de la 8e compagnie de Josselin, ils battent en retraite au lendemain des combats de Saint-Marcel. Pensant aussi aux 19 martyrs de la gendarmerie du Morbihan, 12 ne sont jamais revenus de déportation. 3 ont été tués au combat à Saint-Marcel et dans la poche de l'Orient. 3 ont été fusillés et un torturés et brûlés vifs. Leurs noms sont gravés à jamais sur la plaque souvenir du groupement de gendarmerie du Morbihan, caserne générale Guillaudot à Vannes. Pourtant, arrivée la mémoire trop souvent défaillante des générations qui ont suivi la nôtre, celle de nos enfants et celle de nos petits-enfants, de jamais chose inutile, alors même que les acteurs de ces temps dramatiques ou simplement leurs témoins, encore là, disparaissent les uns après les autres. Les plus valides d'entre eux poursuivent leurs témoignages avec autant de passion et d'émotion, continuant à enrichir l'immensité des références précieuses que les historiens d'aujourd'hui et leurs successeurs ne cesseront d'étudier. Pour finir, et accompagnant un modeste fragment d'une histoire personnelle rapidement brossée, comment ne pas penser aussi à tous ceux qui ont fait que ce combat de résistance a été possible, malgré la répression terrible, exercée non seulement par les troupes d'occupation, mais aussi par leurs complices de toutes sortes, qu'ils aient été des responsables de haut niveau, des traites de proximité ou de méprisables bourreaux. Rappelons l'engagement des intéressés avec leurs moyens disponibles du monde des artisans, la famille de Minotier Le Drogo, le menuisier Brogard et tant d'autres, des ouvriers de toutes spécialités, de celui des professions libérales et de santé, des membres de la fonction publique et territoriale, tous guidés par des convictions inébranlables et capables d'un engagement sans limite, la fidélité à la patrie, le respect de ses valeurs fondamentales et celui des valeurs humaines. Citons aussi et particulièrement les habitants de nos campagnes, les agriculteurs qui, malgré les risques encourus lors de la répression barbare qui s'étend sur la région du Morbihan, notamment après le combat de Saint-Marcel, offrent aux résistants temporairement désorganisés les vivres aussi leur maison comme refuge. Saluons leurs descendants présents dans cette salle, ceux de la famille Rouxel,
de la ville Plançon, en Lacroix-et-Léan, où Jean-François Louarn, dit Tonton Jean, se cache. Cet abri désintéressé et amical lui permet de remettre en ordre de marche les rescapés du groupe de combat de la 8e compagnie FFI de Josselin qui libère la cité le 4 août 1944. La famille Berner accueille pendant tout ce temps des combats son épouse et ses enfants. Notre reconnaissance comme notre amitié leur sont acquises. En vous remerciant pour votre attention, merci encore à vous tous d'avoir été là. Les exemples qui ont été salués depuis ce matin, c'est tout l'engagement et la conviction qui doit nous animer toutes et tous, qu'on soit militaires, civils, mais également citoyens, lorsque notre pays, lorsque nos valeurs, lorsque l'humain est profondément touché. Alors l'histoire est compliquée. La période de la Deuxième Guerre mondiale a, je dirais, mis devant des choix difficiles un certain nombre de personnes et on sait que parmi la grande institution qu'est la gendarmerie, des choix ont été divers. Ceux qui ont été faits dans le Morbihan, on le sait, ont été valeureux, se sont immédiatement engagés pour la défense de la patrie, pour l'honneur de la patrie. Et les deux personnes que nous saluons aujourd'hui ont fait à la fois je dirais, un choix formidable, mais très certainement à l'époque extrêmement difficile. Et il faut s'imaginer entre le devoir d'obéissance, qui est fort parmi la gendarmerie, et puis celui de s'engager pour la patrie. Le choix a été fait rapidement. Et je crois que c'est tout à leur honneur, tout à l'honneur de la gendarmerie de savoir à un moment dire, eh bien, lorsque les institutions supérieures sont, sinon défaillantes du moins, font un choix qui n'est pas le bon, eh bien, l'institution s'engage localement pour rattraper ce qui peut l'être. Honneur donc à la gendarmerie du Morbihan à cet instant. Je salue donc les familles qui sont là aujourd'hui et qui ont souffert de ces pertes et souffert de ne plus avoir à leur côté